Bonjour à toutes et à tous et merci de cette invitation. Un remerciement particulier à Jean-Claude Joly. On vient de parler d'histoire, on parle d'héritage, résistance et héritage. Eh bien, je vais vous dire maintenant comment évolue l'héritage et peut-être ce qu'on doit en faire. Les théories complotistes à l'encontre de la franc-maçonnerie ne datent pas d'hier, mais peut-être devons-nous être conscients qu'à l'époque d'Internet et des réseaux sociaux, des fake news, de la post-vérité, l'antimaçonnisme prend de nouveaux visages. Contre les mensonges, les fantasmes, les rumeurs qui déforment le message de la franc-maçonnerie, mais surtout contre les violences et les discours de haine contre les francs-maçons, nous avons d'abord un devoir de lucidité. Observer pour comprendre et prendre conscience que c'est l'honneur des francs-maçons qu'il faut défendre, mais aussi leur intégrité, et intégrité physique, quand on saccage des temples, qu'on menace des frères. L'histoire nous instruit, vous venez de le rappeler, monsieur le professeur, mais le contexte a changé et nous devons prendre de nouveaux repères quand la violence sociale prend des formes inédites, car la postmodernité que nous vivons place la maçonnerie devant de nouveaux défis. Une citation pour commencer, elle est de Colin Klein, professeur de philosophie à l'Université nationale d'Australie, et il dit: avant Internet, on devait probablement faire un peu plus d'efforts et être plus mobilisé pour être conspirationniste. Maintenant, la barrière d'entrée dans ce monde est beaucoup plus basse. Et il continue en disant: en ce début de 21e siècle, les théories complotistes sont toujours aussi vivaces, mais elles empruntent de nouveaux chemins. Et pour vous montrer l'actualité de notre sujet, je vais prendre un exemple tout récent. Tout récent puisqu'il date du 24 février dernier. À Bruxelles, une vidéo est postée sur TikTok qui présente un temple maçonnique. Et d'ailleurs, nous sommes vraiment dans le sujet que vous défendez, puisqu'il s'agit d'un bâtiment historique de la capitale belge, le temple du Cercle des Amis Philanthropes, qui est un lieu d'histoire, qui est classé monument historique par la région Bruxelles-Capitale depuis 1975. Et donc, une vidéo est postée sur TikTok. Elle présente ce temple comme, écoutez bien, le lieu de crimes rituels, de crimes sataniques liés aux Illuminati. Et la presse belge rapporte cela avec un ajout, c'est que la diffusion de cette vidéo a eu des répercussions immédiates. Immédiateté avec les réseaux sociaux. Dès la mise en ligne, un déferlement de messages haineux a envahi les réseaux sociaux et tout cela s'est accompagné d'actes très concrets, qui ne sont pas virtuels, eux, puisqu'il y a eu des jets de pierre contre la façade, des tentatives d'effraction, et puis le harcèlement des occupants, des gens qui sont venus pour euh, harceler les maçons qui se réunissaient dans ce temple. Ces déprédations, rapportées par le parquet de Bruxelles, témoignent de la rapidité avec laquelle la rumeur infondée peut engendrer des troubles dans le monde profane. Les victimes ont porté plainte, déclenchant une enquête de la police de Bruxelles-Capitale. Les réseaux sociaux. Il faut savoir que les algorithmes des plateformes favorisent les contenus sensationnels. Là encore, une petite citation de Rudi Reichstag, qui est le directeur de Transparency Watch et qui a écrit un livre qui s'appelle L'opium des imbéciles. Et il dit: une encyclopédie en plusieurs volumes ne suffirait pas à recenser la somme incommensurable d'imbécilité déversée par la complosphère au cours des dernières années. Et il ajoute: on n'a pas assez insisté sur la responsabilité des grands opérateurs de ces services numériques, dont une partie du fonds de commerce consiste, comme l'a dit Umberto Eco, à donner à des légions d'imbéciles le même droit à la parole qu'à un prix Nobel. Oui, voilà la situation aujourd'hui. Et un professeur d'histoire contemporaine parlait de cette influence aussi d'une littérature populaire. Ça a été le célèbre Da Vinci Code qui, bien évidemment, a renforcé la fascination pour la maçonnerie, mais qui a eu des conséquences délétères. C'est toute l'influence de cette nouvelle culture populaire qui est très féconde, dont je vais vous parler aussi, parce que tout est lié aujourd'hui.
Notre frère historien Alexandre Adler disait que les théories du complot sont toujours faciles en raison même de leur imbécilité. Et on sait, et vous l'avez rappelé, monsieur le professeur, que tout cela a commencé avec des mensonges sous la Révolution, avec l'abbé Baruel et ses mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme, paru en 1797, qui amalgamait influence politique et organisation des hauts grades en rapport toujours avec les Illuminati, dans une théorie du complot qui malheureusement continue à faire florès. Ah, ces illuminés de Bavière, qui malgré leur courte existence, il faut le rappeler, 1776-1785, continuent à alimenter les fantasmes. Aujourd'hui, ce mythe des Illuminati est qualifié par les sociologues de mythe agglutinant postmoderne. C'est Stéphane François, un historien des idées, qui parle de ce mythe agglutinant. Tout derrière ce mot d'Illuminati, le chercheur voit la synthèse où convergent toutes les angoisses ancrées au plus profond de nos sociétés, face notamment à une mondialisation démonétisée et servant aujourd'hui donc de métonyme à la franc-maçonnerie. Vous êtes Illuminati, les gens pensent franc-maçon. On est face à ce qu'il appelle une mythologie postmoderne. C'est vrai, fascinante pour le grand public, mais inquiétante. Les dogmes pour certains, simples objets ludiques pour d'autres. Les théories du complot sont donc au cœur d'un imaginaire collectif contemporain. Et là est la nouveauté. On est passé donc de l'ordre du politique, où on était en opposition, l'Église catholique romaine, qui aujourd'hui a peut-être d'autres soucis que l'antimaçonnisme, et qui aujourd'hui on est passé dans cette mythologie. Et je vais vous donner un exemple là aussi qui est malheureusement révélateur. En 2019, la Fondation Jean Jaurès et Conspiracy Watch ont fait réaliser en France une grande enquête, une vaste enquête d'opinion pour mettre en lumière l'influence préoccupante des représentations conspirationnistes. Alors, si 2 Français sur 3 sont assez hermétiques au complotisme, en revanche, on soumettait aux personnes interrogées 6 théories du complot proposées, 10 propositions. Et sur ces 10 propositions, 6 recueillent l'approbation de plus d'un Français sur 5. Alors, ça concerne les vaccins, ça concerne la mort de Lady Diana, et puis, on retrouve encore nos Illuminati. 27% des répondants, donc je vous parle d'un échantillon représentatif de la population française, 27% adhèrent à l'item que les Illuminati sont une organisation secrète qui cherche à manipuler la population. Et le taux de réponse monte à 41% pour des gens qui sont dans cette culture populiste, qui se revendiquaient à l'époque des Gilets jaunes. Je peux peut-être préciser pour nos amis qui ne sont pas français que ces Gilets jaunes, ça a été un mouvement social massif, spontané, non structuré, un mouvement violent qui a ébranlé la société française en 2018. Et à cette occasion, il y a eu plusieurs temples maçonniques en France qui ont été saccagés, dans le département de l'Isère, à Tarbes. Il y a eu des graffitis, des messages haineux qui ont fleuri sur les ronds-points. Et finalement, après cet épisode, on voit à chaque crise sociale que ces crises constituent un terreau favorable à la résurgence d'un antimaçonnisme violent. Récemment encore, l'année dernière, en Nouvelle-Calédonie, des temples de la Grande Loge de France, et je sais, cher grand maître de la Grande Loge, que vous y avez été sensible, vous avez été présent et aux côtés de nos frères calédoniens, temples de la Grande Loge de France, temples du Grand Orient, qui ont été brûlés. Vous entendez bien, brûlés. Alors on le sait, les jeunes sont plus vulnérables aux théories complotistes. Les moins de 35 ans, les moins diplômés, les catégories sociales les plus défavorisées, elles sont perméables à cette théorie du complot. Dans l'enquête à laquelle je faisais référence, 28% des 18-24 ans adhèrent à 5 théories au moins, contre 9% chez les plus de 65 ans. Vous voyez la différence entre les jeunes et ceux qui ont un peu de culture, les anciens, qui sont plus rétifs. Et puis cette menace-là, cette évolution,
cet héritage, il est multiforme. On a eu en France, en 2021, 6 membres d'un groupe nazi, néo-nazi, qui ont été interpellés, dans Moselle, en Lorraine. Ils préparaient un attentat contre une loge maçonnique. Et puis, si on fait un petit focus là aussi, récemment, 1 an en arrière, au mois de mars, 2024, exactement il y a 1 an, c'était un temple de la GLTSO qui était vandalisé à Madrid. En Irlande du Nord, à Belfast, toujours le même mois, mars 2024, le Masonic Hall, qui abrite des dizaines de loges maçonniques vandalisées, entraînant la destruction de pièces historiques. Et cela, aujourd'hui, ne concerne pas seulement l'Europe continentale et la France, bien sûr. Des incendies criminels, des actes de vandalisme graves qui se produisent aux États-Unis d'Amérique. Et ça, c'est une nouveauté, ou du moins, c'est une résurgence, avec des temples qui ont été endommagés, voire détruits, dans l'Oklahoma, au Tennessee, en Floride, toute une série dont on a pu faire l'inventaire. Un incendiaire à Vancouver qui a mis le feu à 3 bâtiments maçonniques de cette ville, causant 2,5 millions de dégâts. Au Texas, un mois plus tôt, un franc-maçon de McAllen qui est mortellement abattu. Je vous parle de choses réelles, de choses de notre temps. C'est la réalité. Et il faut savoir que le monde de la culture populaire, et notamment de la pop culture américaine, est aujourd'hui un terreau très fertile à l'antimaçonnisme. Les francs-maçons sont assimilés aux puissants et les chanteurs de rap s'en emparent avec de nombreux textes au relent antimaçonnique. Pour vous donner un exemple, une figure du rap français comme Caris proclame dans un morceau qui est appelé Mentalité Cailleras, je les nique eux et les francs-maçons. Le chercheur Julien Motassier a recensé plus de 200 références autour de la franc-maçonnerie dans des chansons de rap récentes. Et parallèlement, certains artistes peuvent être victimes, eux aussi, d'ostracisme, mais parce qu'ils sont soupçonnés d'être francs-maçons. Ainsi, la chanteuse Rihanna, originaire de la Barbade, n'a pas pu se produire en concert au Sénégal, accusée par des prédicateurs musulmans d'appartenir à la franc-maçonnerie. Exemple encore récent, juillet 2024, c'était les élections législatives en France et un clip de musique rap intitulé No Pasaran, alors référence à la guerre d'Espagne contre le franquisme, destiné à mobiliser des jeunes électeurs contre le vote extrémiste, contre le Rassemblement national, ce mouvement nationaliste classé à l'extrême droite, s'en prenait aux francs-maçons dans un amalgame paradoxal. Alors cette chanson-là, elle dit « C'est tous des francs-maçons, ils font du mal à nos enfants, on sait qu'ils veulent nous injecter une puce dans le sang, espèce de franc-maçon, tu te nourris du sang que tu consommes. » Vous avez bien entendu. Amalgame, les vaccinations et bien sûr les francs-maçons, espèce de franc-maçon, tu te nourris du sang que tu consommes. Amalgame complotiste, et puis dans la même chanson, on s'en prend à Chétaniaou. Alors Chétan, chez les musulmans, c'est Satan, c'est le diable. On fait l'amalgame là aussi avec Netanyahou, le premier ministre israélien, célébrant d'ailleurs dans la même chanson la Palestine de la Seine au Jourdain. Et voilà comment, héritage, des vieux amalgames judéo-maçonniques se recomposent dans un nouveau contexte. Quand on voit aujourd'hui des temples en France qui sont tagués juifs dehors, hein, c'est arrivé en Bretagne sur un temple maçonnique de la GNF, on retrouve l'étoile de David, le temple de Salomon, tout ça, amalgame. Voilà la situation, mes frères. Et on voit aujourd'hui la résurgence très forte de l'antisémitisme en France. Et on sait surtout qu'en période de crise, eh bien, il y a des boucs émissaires bien commodes. Les maçons, les juifs, on les connaît. Et c'est tout l'héritage, et on est bien dans notre sujet. J'essaie d'aller un peu plus vite. Je donnerai à Jean-Claude le texte complet de mon intervention, mais il est peut-être plus intéressant aussi qu'on puisse échanger. Et pour terminer, bien sûr, on sait qu'en France, comme en Italie et dans d'autres pays d'Europe, l'antimaçonnisme s'est nourri de l'action politique des francs-maçons au XIXe et XXe siècle. Il y a eu cette action politique dans une France, par exemple, où il a fallu attendre les lois de 1901 pour la liberté d'association. Les loges ont été
un réceptacle pour des gens, des progressistes, des frères qui ont essayé de faire évoluer, et vous avez eu raison de rappeler l'action philanthropique d'émancipation, le grand projet émancipateur avec cet hôpital pour les filles mères, hein, porté ici en Autriche par les francs-maçons. En Italie, ça a été le combat de Garibaldi, dont on sait qu'il était financé par les grandes loges américaines. Et puis, l'action politique, elle a aussi parfois dérapé. On sait malheureusement que le pire a été la loge P2, qui 70 ans après la création de la République et surtout de l'unité de l'Italie, a constitué une officine politique sulfureuse. C'est vrai que bon, chaque fois que la maçonnerie s'éloigne de sa promesse de départ, de son identité d'ordre initiatique traditionnel, qu'elle s'abîme dans la politique, eh bien, c'est peut-être là qu'elle perd son âme. Et surtout, il faut noter que si les structures obédientielles ne sont pas assez fortes, exigences, le secret peut permettre toutes sortes de dérives politiques, affairistes. Alors aujourd'hui, je vous le disais, on observe un déplacement de l'antimaçonnisme de la sphère politique à celle des croyances. C'est les exemples que je vous montrais. On a aussi un centre interdisciplinaire d'études des religions et de la laïcité. Ce sont des sociologues belges de l'Université libre de Bruxelles qui travaillent sur le sujet, qui ont publié d'ailleurs un ouvrage sur les formes contemporaines de l'antimaçonnisme. Et ils observent une résurgence spectaculaire en Europe de cet antimaçonnisme, mais aussi dans le monde musulman, ce qui n'est pas forcément surprenant, mais aussi en Afrique subsaharienne et aussi en Amérique latine. C'est un phénomène mondial. Et dans ce travail universitaire, Raphaël Jossé, qui est un des chercheurs, note la résurgence et la réinvention d'un discours magico-religieux de style paranoïaque au cœur même de notre post-modernité. Oui, parce que finalement, pour nos contemporains et pour ces jeunes, la théorie du complot vient réenchanter et réorienter le monde en insufflant une causalité. C'est pour ça qu'elles sont attractives. Elles vous expliquent pourquoi les choses vont mal. C'est d'ailleurs toute la simplicité et l'imbécilité, pour reprendre le mot d'Alexandre Adler, de cet antimaçonnisme. Le philosophe français Robert Heidegger a écrit que les formes modernes du complotisme sont renforcées par un usage, dit-il, dément du principe du doute. À partir du moment où vous doutez de tout, la forme d'une croyance affirmant qu'on ne doit rien croire de ce qui est dit s'impose. C'est ce que dit Heidegger. Alors tous les contempteurs de la franc-maçonnerie l'accusent d'être dans le mensonge, dans la manipulation. On l'accuse de cacher la vérité, d'avoir d'autres buts que ceux qui sont affichés. Ce que rappelait notre frère Valls sur les sociétés secrètes, disent les décrets-lois de l'État français de Vichy. On ne parle pas de maçonnerie, il parle de sociétés secrètes. Or, qu'est-ce que c'est qu'une société secrète? C'est quelque chose qui est dans la clandestinité. Toutes nos grandes loges ont des sièges sociaux, des associations. On sait vous trouver rue Puteaux. Donc, il y a pas de, il y a un amalgame là aussi, hein, autour de ce mot de secret. On accuse de cacher la vérité, d'avoir d'autres buts que ceux qui sont officiels. Et c'est toute la question du secret contre la vérité. C'est vrai que notre démarche ésotérique implique qu'il y a une vérité cachée. Comment parler aujourd'hui de vérité et de secret quand notre société confond la vérité et la transparence? La vérité, toute l'histoire de la franc-maçonnerie moderne est pourtant construite dans un combat émancipateur au profit de la connaissance contre la croyance, pour la recherche de la vérité. Il ne faut pas cesser de le rappeler. Le secret maçonnique est au cœur de la démarche maçonnique. Vous savez, nous jurons de garder la loi du silence. Eh bien, notre responsabilité aujourd'hui, c'est d'expliquer, de démentir tous les contresens. Car le secret maçonnique n'est pas un secret de conspiration. C'est une voie traditionnelle d'accès à la connaissance, commune à la plupart des grandes écoles spirituelles et philosophiques, de Pythagore aux cisterciens, des soufis au bouddhisme zen. Dans ce contexte d'une société contemporaine qui est toujours plus bruyante, c'est une expérience rare
libératrice qui est offerte aux francs-maçons. Et puis c'est aussi, nous le savons, un trésor de sagesse, un patrimoine, Monsieur le Président, un patrimoine à préserver et peut-être immatériel, ce trésor de sagesse. Comme notre civilisation a besoin de silence, comme nos pensées ont besoin d'approfondissement, de temps de réflexion, comme la recherche de la vérité a besoin de la durée, et loin des affirmations péremptoires. Alors il nous faut rappeler haut et fort sur les parvis que la voie ésotérique n'a rien de magique, rien d'abscon. De même, le mystère n'est pas une énigme qu'on pourrait résoudre. Le mystère, c'est le secret, justement. Ça renvoie à l'inconnaissable. Le mystère, c'est cette réalité qui nous reste inconnue, réalité ultime que nos concepts sont impuissants à décrire. Le mystère, le secret ne sont pas des choses que l'on cache, mais la face cachée des choses. Voilà ce qu'il faut dire, voilà ce qu'il faut expliquer à nos contemporains. Le mystère et le secret ne sont pas quelque chose que l'on cache, mais la face cachée des choses. Voilà pourquoi il ne faut pas se satisfaire de dire: «Ah mais le secret maçonnique, c'est une discrétion». Non, 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 c'est le cœur de notre patrimoine, de notre trésor. Et d'ailleurs, toute notre pédagogie est fondée sur le dévoilement. On avance de dévoilement en dévoilement. C'est une méthode de transmission. Affirmer la place centrale du secret dans la voie initiatique, ça ne nous condamne pas à l'obscurantisme, puisqu'il ne faut pas l'oublier, ce secret, il est là pour préserver et pour transmettre. Voilà, mes frères, ce que je voulais vous dire, et j'essaie de terminer un peu plus rapidement pour vous dire et vous donner des nouvelles du cercle des amis philanthropes de Bruxelles. Donc ceux qui gèrent ce temple, cette structure de temple. Et là, ça fait tout à fait écho à ce que nous disait le docteur Orbach avec cette action philanthropique. Il s'appelle les amis philanthropes. Souvent, les loges qui ont été créées au XVIIIe et XIXe siècle nous disent aussi pourquoi nos frères les avaient créées. Et donc, le cercle des amis philanthropes de Bruxelles, dont le temple a subi des dégradations, grâce à une identification rapide par la police belge, l'auteur de la vidéo sur TikTok a été arrêté le 28 février. Elle est aujourd'hui privée de liberté. Elle doit comparaître prochainement devant le tribunal correctionnel pour calomnie, menace écrite, usage abusif d'un moyen de communication électronique. TikTok, pour l'instant, est préservé. Mais il y a une audience qui va être fixée et le 10 avril, elle aura lieu, cette audience. Et puis le parquet de Bruxelles s'est même fendu d'un communiqué pour préciser que l'édifice visé héberge un temple maçonnique reconnu et non un lieu de pratique illicite comme suggéré dans la vidéo. Il est important de parler de nos lieux historiques, mais aussi, je vous le disais, des lieux qui sont attaqués, brûlés, parfois, vous l'avez entendu, brûlés. Alors, nos rituels maçonniques célèbrent la force, que la force soutienne notre édifice, dit-on. On a en France réouvert la cathédrale Notre-Dame, célébrée par Victor Hugo comme le grand livre de Pierre. Et sur le portail de la cathédrale Notre-Dame à Paris, il y a une représentation de la force. C'est une allégorie tenant un lion dans son sein et brandissant une épée à la main droite. Et si on cherche son contraire sur le même, sur le même fronton de Notre-Dame, on trouve le contraire. Et le contraire, c'est la lâcheté, figurée de profil, qui fuit l'épée tombée à ses pieds. Comprenons bien cette représentation. Le contraire de la force, c'est pas la faiblesse, c'est la lâcheté. Et c'est bien de cette force d'âme, cette force de caractère dont on doit s'armer aujourd'hui contre ces nouvelles figures d'antimaçonnisme. Et pour faire aimer la franc-maçonnerie. Ce n'est pas la responsabilité seulement des obédiences et même de belles associations, c'est la responsabilité de tout frère dans son entourage, et de toute sœur, bien sûr, dans son entourage, faire aimer la franc-maçonnerie et son idéal de fraternité, sagesse, force, beauté, paix, amour et joie, j'ai dit. Mon cher Jean Dumontet, je vous remercie de votre intervention qui est intéressante à plus d'un titre, qui nous permet effectivement de contextualiser sur une époque qui est la nôtre aujourd'hui, après avoir entendu le professeur Orbach
nous parler de 18e ou 19e siècle et c'est tout à fait intéressant de la façon dont vous présentez, ce nouvel antimaçonnisme. J'en profite d'ailleurs pour, vous dire que nos amis belges ils devaient être parmi nous aujourd'hui. Ils se sont excusés et bien sûr, je les excuse parce qu'ils avaient des manifestations du genre, assemblée générale et convent. Donc c'est dans ces cas-là, ils étaient pris, hein, bien évidemment. Moi, je reprendrai contact avec eux par rapport à ce cercle des amis philanthropes de Bruxelles. C'est tout à fait intéressant et l'occasion m'est donnée de vous dire, de vous faire un peu l'historique de l'association. Pourquoi cette association? Bien, tout simplement parce que nous avions eu une idée folle à la Grande Loge de France, on en a certains, parfois, hein. Une idée folle de nous adresser, à l'UNESCO pour faire reconnaître le rite écossais ancien et accepté dans le domaine immatériel de l'humanité. Alors, on a eu des belles discussions et on nous a dit: «Non, vous ne pourrez pas, c'est pas possible». C'est vraiment pas possible. Parce que d'abord, longueur, moins 10 à 15 ans, mais ça encore, ça ne nous empêchait pas de lancer les opérations. Ensuite, c'est un pays qui lance, c'est pas une association, c'était pas la Grande Loge de France qui pouvait lancer cette opération, mais un pays, donc la France. Il fallait donc que la France soit d'accord, hein, on a discuté avec l'ambassadeur de France auprès de l'UNESCO, qui était favorable, mais qui nous a dit: «Non, dans la situation politique actuelle au niveau de l'UNESCO où les États-Unis étaient partis, le premier mandat Trump, les Américains sont partis de l'UNESCO. Ils sont revenus, peut-être vont-ils encore repartir». Et donc, c'est à ce moment-là que nous avons pris contact avec, le ministère de la culture et quelqu'un, qui nous a dit: «Mais écoutez, il existe autre chose. Il existe les routes culturelles du Conseil de l'Europe». Pourquoi? Parce que vous n'allez pas dévoiler vos rituels et la façon dont vous travaillez, mais vous allez montrer des lieux remarquables sur le plan architectural qui sont vos temples et que vous pouvez effectivement ouvrir au public et ouvrir pour présenter les lieux où les francs-maçons travaillent. Notre grand maître pourra vous en parler mieux que moi. Nous allons, très bientôt inaugurer le musée de la Grande Loge de France et pouvoir l'ouvrir au public, fin avril, début mai. C'est une opération très importante pour la Grande Loge de France, mais je dois le dire aussi pour l'association Architecture et Patrimoine Maçonnique qui nous permettra d'ouvrir ces lieux comme nous ouvrons les lieux à Marseille, au château Saint-Antoine, en France, au temple de Rochefort-sur-Mer et donc à Paris. Mais il y a d'autres lieux aussi, en Pologne. Notre ami Henrik est parmi nous, où ces lieux sont ouverts, ces musées sont ouverts et j'espère que, bien d'autres pays, pourront nous dire: «Mais Jean-Claude, moi j'ai un temple à tel endroit, j'ai, un musée à tel autre endroit». Nos amis roumains nous ont présenté et vous pouvez le voir sur le site internet, une région où il y a 5 musées qui sont tout à fait intéressants. 5 musées maçonniques, hein, pas des musées, enfin, spécifiques, maçonniques. Ça, c'est intéressant. Dernière chose, en termes d'information, la Grande Loge suisse Alpina nous a rejoints au niveau de l'association Architecture et Patrimoine Maçonnique et croyez-moi, j'en suis très content parce que, avec Alpina, nous allons avoir des actions, tout à fait, sur le plan du patrimoine, sur le plan de l'histoire, qui seront tout à fait intéressantes. Voilà, j'en dis pas plus. J'ai dit, je vous remercie. Et Monsieur le Président, c'est évident qu'il faut s'appuyer sur ce patrimoine très riche qui parle. Mais vous avez parlé de patrimoine immatériel et je voudrais ajouter la littérature. Parce que, et en particulier la littérature autrichienne, qui parle très bien de la franc-maçonnerie. J'ai souvenir de romans et de la littérature allemande aussi. Peut-être faudrait-il faire ce travail pour montrer que la littérature, le roman en particulier du 19 et 20e siècle, parle de façon très positive de la sociabilité maçonnique. Cette sociabilité que nous entretenons et que nous vivons là pendant ces jours historiques pour la Grande Loge d'Autriche, mais nous aurions intérêt peut-être à joindre ce patrimoine-là qui est partagé. Merci. Merci. Merci beaucoup.